Donc, on va donc passer la parole à Isée Ogpalès, qui est masterante en relations internationales à Sciences Po, qui est par ailleurs aussi chercheuse pour le centre Jacques Berck, et elle est déjà titulaire d'un master en développement international spécialisé en études africaines et en méthodologie de la recherche. Elle a réalisé un séjour à l'Université du Ghana en 2018 et elle a mené des recherches pour des organisations non gouvernementales. Elle a soutenu donc en 2021, sous la direction de Richard Manégas, un mémoire sur les mobilisations anti-impérialistes et panafricanistes franciliennes, qui s'intitule « Libérer l'Afrique ou se libérer soi-même ». Il s'agit donc des mobilisations identitaires des militants afrocentriques en Île-de-France. Voilà, et donc elle est actuellement assistante de recherche au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Voilà, elle me corrige si j'ai commis des erreurs. Oui, non, je suis plus assistante de recherche à l'IFRI. Vous me l'avez signalé en plus. Voilà. Ok, voilà. Et donc, elle va nous présenter. Je ne sais pas comment vous organisez d'ailleurs avec Agnès, si vous partagez le temps. Oui, on va partager le temps. Donc, je vais présenter le PowerPoint depuis mon ordinateur. Je vais commencer, puis ensuite, elle va poursuivre dans le même temps. Donc, voilà. Et elle va donc nous présenter en commun avec Agnès Kederziaka, excusez-moi pour la prononciation, Kederziaka Manson, qui est directrice d'études à l'EPHE et donc qui, je pense, fera la deuxième partie, hein, c'est ça, qui est donc une spécialiste des usages rituels du corps en Afrique. Notamment, elle a particulièrement travaillé sur le pays mandingue et l'usage des fétiches. Et elle a publié notamment en 2017 Les génies, les fétiches et leurs humains, qui est un manuscrit encore inédit qui fait partie de son HDR. Voilà. Normalement, vous pouvez partager. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Très bien. D'accord. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de présenter nos travaux sur les mouvements kémites, qu'ils soient basés en Île-de-France ou au Mali. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais rapidement situer le kémitisme dans sa généalogie avec l'afrocentrisme, qui s'inscrit dans la longue histoire des nationalismes noirs qui ont circulé entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Je présenterai ensuite la manière dont le kémitisme s'exprime sur mon terrain francilien. Puis ensuite, je passerai la parole à Agnès, qui en parlera depuis le Mali. Alors, on peut désigner le kémitisme ou le kémitisme, on considérera que cela renvoie à la même chose, comme un des courants de l'afrocentrisme dont le registre religieux est central et qui, comme nous allons le montrer ici, prend plus particulièrement la forme du New Age. On peut définir le New Age comme un ensemble assez vague de représentations et de pratiques ancrées dans l'ésotérisme occidental et qui a pris sa forme actuelle dans les années 1970 aux États-Unis. Il a pour objectif le développement individuel, spirituel et physique de la personne et doit mener à un éveil intérieur et à une réunification du moi. Alors, si cela demanderait des développements plus aboutis, on peut dire en quelques mots que le kémitisme provient de l'afrocentrisme, ce courant de pensée conceptualisé dans les années 1980 par Molefi Kete-Asante, né Arthur Lee Smith, et qui est un professeur de communication à la Temple University à Philadelphie, et que vous pouvez voir à la droite de l'écran. Ce courant s'appuie sur 4 idées principales. Donc, premièrement, l'idée que les Africains sont antérieurs chronologiquement par rapport aux Européens. Deuxièmement, il y a la croyance selon laquelle la première civilisation noire est l'Égypte antique. Troisièmement, l'idée que la civilisation égyptienne se serait répandue sur tout le continent africain et dans le monde entier. Et enfin, l'idée selon laquelle les Africains noirs partageraient tous une même culture homogène. Donc le kémitisme fait référence à Kémet, qui aurait été le nom de l'Égypte antique et qui désignerait terre des Noirs en égyptien ancien, selon l'un des inspirateurs de l'afrocentrisme américain, le Sénégalais Cheikh Anta Diop. La définition de la culture africaine authentique à laquelle
les afrocentristes américains, et notamment Molefi Keïta-Assanté, appellent à retourner, n'a pas toujours été focalisée sur l'Égypte antique, mais elle s'est progressivement cristallisée sur cette zone entre les années 1990 et 2000. Et si la filiation qu'il y aurait entre peuple noir et Égypte antique est un topos des nationalismes noirs, c'est véritablement sur Cheikh Anta Diop que Molefi Keïta-Assanté s'appuie explicitement. Mais il n'en demeure pas moins que c'est davantage vis-à-vis des afrocentristes que de Cheikh Anta Diop que l'on peut retracer les généalogies du kémitisme. Parce que si effectivement Cheikh Anta Diop appelait les Noirs à se reconnecter à cette spiritualité kamite, entre guillemets, c'est beaucoup plus les afrocentristes afro-américains, puis les afrocentristes aussi francophones de manière plus secondaire, qui ont véritablement développé cette dimension spirituelle de l'afrocentrisme. Ils ont par exemple écrit des ouvrages qui sont utilisés comme autant de guides pratiques sur cette spiritualité kamite. Et ils ont aussi créé des organisations qui ont pour but de convertir leurs adhérents à cette spiritualité. Molefi Keïta-Assanté a par exemple créé Afrocentricity International en 1988, et à travers elle, il a tenté de systématiser certaines pratiques rituelles afrocentristes. L'organisation s'est d'ailleurs implantée dans de nombreux pays dans le monde, et y compris dans des pays francophones. Et en ce qui concerne les pays francophones, c'est particulièrement à partir des années 2010, en France et en Afrique. Et ça a été fait particulièrement à travers la numéro 2 de l'organisation, qui s'appelle Amamazama et que vous pouvez également voir à l'écran, qui est guadeloupéenne d'origine et qui est née Marie-Josée Sérol, qui s'est installée aux États-Unis et qui a rejoint la Temple University, là où est Molefi Keïta-Assanté. Et donc, c'est la traductrice, c'est une des traductrices majeures des œuvres de Molefi Keïta-Assanté. Et donc, elle a beaucoup participé à la diffusion de l'afrocentrisme dans les pays francophones. Et vous pouvez voir aussi à l'écran un des ouvrages de Molefi Keïta-Assanté qui a été donc traduit par Amamazama et qui a été publié par l'organisation Afrocentricity International. Le kamitisme, par sa filiation avec l'afrocentrisme, s'inscrit plus largement dans la généalogie des nationalismes noirs. Déjà, donc, l'afrocentrisme renvoie à un type particulier de nationalisme noir, le nationalisme culturel, qui se caractérise par la valorisation d'une certaine idée de l'africanité, par opposition au nationalisme révolutionnaire qui est beaucoup plus porté sur l'action politique et qui est plus influencé par le marxisme-léninisme. Le nationalisme culturel provient lui-même des nationalismes noirs classiques qui étaient prégnants des années 1850 à 1925 aux États-Unis et qui tentaient de définir la culture du peuple noir en s'appuyant notamment sur l'Égypte antique, mais aussi sur l'Éthiopie. Ils étaient très influencés par les enseignements chrétiens et donc ils pensaient la nation noire comme un segment organique de la famille humaine créée par Dieu, caractérisée par une ascendance commune et des liens de parenté ethnique. Ils appelaient cette nation à être rassemblée au sein d'un État, aux frontières géographiquement délimitées. Alors, vous pouvez voir aussi Alexander Crummell à l'écran, qui est une figure importante de ces nationalismes noirs classiques et qui était également un pasteur anglican. Les nationalistes noirs classiques se distinguent fortement des afrocentristes puisqu'ils appellent à diffuser la civilisation occidentale qu'ils considèrent supérieure, et notamment à travers le catholicisme et le capitalisme. Mais on peut tout de même identifier une certaine filiation entre les nationalistes noirs classiques et les afrocentristes, parce qu'ils appellent tous deux à une certaine rédemption de l'Afrique qui devrait faire table rase d'une grande partie de son passé et de l'intégralité de son présent. Ils considèrent tous deux que l'Afrique est actuellement plongée dans les ténèbres, et ce, depuis le déclin de la civilisation égyptienne. Pour les deux mouvements, l'Afrique doit donc abandonner définitivement les cultures et les modes de vie qu'elle a développés après la période de l'Antiquité. Marcus Garvey est aussi une figure importante de ces nationalistes noirs, noirs classiques que vous pouvez voir à droite, et il appelait les Noirs à se séparer de l'Occident et à faire le Back to Africa. Par ailleurs, comme les nationalistes noirs, les afrocentristes sont influencés par les messianismes chrétiens et ils versent dans le millénarisme. Ils estiment que le temps de l'hégémonie des Blancs sur le monde est révolu, notamment parce que la race blanche a commis de nombreux crimes, et donc il est nécessaire que les Noirs reprennent
leur place de dirigeants naturels du monde afin d'instaurer un nouvel ordre marqué par l'harmonie et la paix. Et donc cette rédemption de l'Afrique et du monde serait rendue possible par un processus, par l'accumulation d'un ensemble de processus de reconnexion au niveau individuel avec la spiritualité kamite. Et donc, c'est ce sur quoi je vais me pencher désormais. Donc, selon les kémites franciliens, l'Égypte antique est à la base de tous les savoirs, des sciences, des arts, des civilisations de l'humanité. Et selon eux, les Européens ont volé l'ensemble de ces savoirs. Plus particulièrement, selon les kémites, c'est la spiritualité kamite qui est au fondement de tous ces savoirs. Et donc, les Européens, pour s'approprier ces savoirs, se sont aussi appropriés la spiritualité kamite. Mais ils l'ont bien sûr transformée et pervertie en fondant d'autres religions, comme le christianisme, mais aussi l'ensemble des mouvements ésotériques et occultistes européens sont considérés comme s'étant appropriés la spiritualité kamite. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi les kémites considèrent que le christianisme, notamment, est une copie détournée de la spiritualité kamite. C'est ce qui est montré sur l'image, sur le PowerPoint, qui est issu d'une vidéo d'un kémite. Et donc, puisque la spiritualité kamite est au fondement de tous les savoirs, il s'agit pour les kémites franciliens de se reconnecter à cette spiritualité pour justement accéder à l'ensemble de ces savoirs. Et donc, c'est d'abord et avant tout la reconnexion avec la lignée de ces ancêtres noirs qui permet d'accéder à ces savoirs. Donc, cet accès au savoir n'est possible que si l'on est noir, c'est-à-dire africain ou afrodescendant. Et donc, par exemple, un blanc pourrait apprendre l'égyptien ancien, et donc il pourrait ainsi accéder au sens littéral des hiéroglyphes, mais il ne pourrait pas vraiment comprendre le sens profond qui est uniquement accessible, uniquement accessible lorsqu'on est noir. En procédant à cette reconnexion, les Noirs pourront non seulement accéder au plan des inventions de leurs ancêtres afin de reconstruire la société africaine parfaite d'antan, mais aussi ils pourront apprendre la vraie histoire de l'humanité. Et donc la spiritualité kamite joue un rôle très important chez les mouvements kémites franciliens. Elle sert à reconstruire un autre récit de l'histoire de l'humanité dans lequel les Noirs sont au centre, et elle est aussi le soubassement de la communauté noire transnationale appelée à se réunir et à combattre l'ennemi commun, la race blanche. Et vous pouvez voir donc à l'écran à gauche le sèche Kouvi Rekmire et à droite Kalala Omotunde, qui sont deux figures centrales du kémitisme francilien. Pour eux, l'essence des Noirs est avant tout fondée sur la spiritualité, et donc les Noirs seraient les êtres les plus spirituels de la planète en ce qu'ils descendent des premiers hommes de l'humanité, et donc des seuls êtres humains créés directement par les mains de Dieu. Cette identification kamite permet donc de rassembler un ensemble d'individus aux trajectoires diverses, mais elle permet aussi de s'opposer viscéralement à un autre groupe donné, qui est la race leucoderme. Alors, selon les kémites franciliens, les leucodermes, donc leucoderme qui vient du grec leuco, qui signifie blanc, et derme qui renvoie à la peau, et qui s'oppose à mélanoderme, mélano signifiant noir. Donc, les leucodermes sont associés à un peuple caractérisé à minima par une civilisation défectueuse, donc là, c'est la thèse de Cheikh Anta Diop, à maxima par une malformation génétique qui ferait qu'ils sont inférieurs physiquement et mentalement. Et c'est ce qui explique que ce peuple leucoderme a instauré et continue de maintenir sa domination, puisqu'il était jaloux de l'hégémonie naturelle des Noirs sur le monde. Ce système de domination s'inscrit dans le temps long. Il a débuté depuis l'invasion de l'Égypte antique par les Hyksos, c'est-à-dire des Indo-Européens, et il a ensuite pris plusieurs formes, dont le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme. Pour eux, ce système plonge l'humanité tout entière dans la dégénérescence, en imposant une civilisation nauséabonde, fondée sur l'individualisme, le libéralisme sociétal, les inégalités sociales et raciales, etc. Et donc, en se convertissant à la spiritualité kamite, les Noirs pourraient ainsi se séparer définitivement de l'Occident, se reconnecter avec leur vraie identité. Et c'est l'accumulation de l'ensemble de ces processus de conversion ou de transformation individuelle qui permettrait, selon la logique tout à fait New Age, au niveau collectif, de rétablir l'hégémonie naturelle de la race noire sur le monde et de sauver l'humanité
de la dégénérescence engendrée par la race blanche. Et je vais donc passer la parole à Agnès. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, parfait. Alors, ce mouvement autocentré qui se développe aux États-Unis et en Europe se développe désormais également en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, parce qu'en fait, je suis titulaire de la chaire de l'anthropologie religieuse de l'Afrique subsaharienne, mais je ne travaille pas partout en Afrique. Je mène mes recherches en Afrique de l'Ouest, au Mali notamment, et c'est à partir de ces données-là que je vais partager avec vous quelques réflexions. Alors, sur mon terrain, au Mali, ce mouvement, on peut noter les ressorts à partir des années 1910 ou même un petit peu avant, et ils sont de plus en plus visibles dans la sphère publique. Localement, le terme kamitisme est employé notamment par deux figures fondatrices. Il s'agit de Doumbie Fakoli, celui qui est là à gauche de l'écran, écrivain, intellectuel, fondateur de l'association 3RNA Maya. Maya, ça vient de Maya, donc Mogoya, ça veut dire l'humanité, plus exactement. C'est le terme qu'il utilise pour la religion. Alors, ce personnage-là, il est né à Kati en 1944, grandi au Sénégal, puis fait les études supérieures en France dans le domaine de la comptabilité. Et il habite en France pendant très longtemps. Il rentre au Mali qu'au moment de sa retraite. Mais je pense qu'il circule jusqu'à présent entre les deux pays. Donc, il fonde l'association 3RN Maya, dont fait partie initialement Correggio Missa Doumbia, c'est lui à droite. Il fait scission ensuite et fonde sa propre association Maya Blanc. C'est un notaire, vulgarisateur, intrépide et prolifique. Il se nomme lui-même traditionnaliste moderne. Il publie plusieurs ouvrages, mais aussi plusieurs vidéos, posts, etc. sur Facebook, j'y reviendrai. On ne sait pas très bien quel est son parcours exactement, mais il vient de Ségou et il fait ses études à Saint-Pétersbourg, notamment à l'Université Polytechnique et à l'École supérieure d'électricité. Autour de ces deux leaders gravitent d'autres personnages, par exemple Fodé Moussa Sidibé, qui est formé à la Sorbonne et qui, à Paris, en littérature, et qui a œuvré au ministère de la Culture du Mali pendant longtemps autour des manifestations traditionnelles. Il y a aussi un ancien rappeur passé par l'islam et par le christianisme, Moussa Sidibé Kantrombala. Il faut aussi dire peut-être que longtemps ces réseaux étaient en opposition par rapport au pouvoir en place, démocratiquement élu. Et par contre, ils sont proches de la junte militaire et le colonel Assima Goïta, actuellement en place, et allié du président russe Poutine. D'ailleurs, j'avais trouvé dernièrement l'information sur le site web de Missa Doumbia. Je cite, « Ce matin, j'ai consulté mes oracles sur notre destin collectif. J'ai trouvé que Poutine est en réalité un ancien Africain, réincarné accidentellement ailleurs, avec une peau différente, mais avec le même esprit de vengeance contre les cruautés infligées à nos ancêtres et qui continue de nous tourmenter. » Alors, en ce qui concerne les politiciens français, sans surprise, ces gens-là sont proches, soutiennent les positions de Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Les positionnements politiques seront plus clairs à la fin. Mais d'abord, quelques mots sur leurs activités. Alors, est-ce que vous pouvez mettre les... Voilà, merci. Alors, ils ont certaines pratiques rituelles qu'on pourrait qualifier de nouvelles formes de ritualisation. Ils organisent, par exemple, les ateliers initiatiques genrés pour les femmes et pour les hommes séparément sur les terrains où il n'y avait jamais eu les initiations féminines avant. Il fait aussi les libations, les sacrifices, sachant qu'avant, sur ce terrain, nous avions les sacrifices, mais les sacrifices toujours sanglants. Et enfin, le Nouvel An Kamit. Et d'autres ateliers ou pèlerinages aux sites sacrés, dits sacrés.
Mais à part de ces activités rituelles à proprement parler, il y a toute une gamme des activités très ritualisées, mais qui ont une prétention scientifique. Conférences, journées d'études, activités en ligne, posts, vidéos, etc. Alors, cette prétention à la scientificité n'est pas propre au kamitisme, on la retrouve dans de nombreuses formes du néopaganisme, qui toutes visent à une certaine réécriture de l'histoire ou proposent une vision alternative de l'histoire, et qui s'oppose donc à la modernité dans ses versions occidentales perçue comme l'incarnation du mal. Il s'agit donc, à travers ces activités, d'asseoir, de véhiculer une vision du monde assez binaire, qu'on pourrait dire blanc et noir, qui se nourrit des sentiments de possession et qui témoigne de la volonté de restitution, de retour à la gloire passée ou grandeur déchue. Donc, nous avons déjà vu cela dans la présentation d'Isée. Il y a quelques dogmes clés, par exemple l'idée de l'antériorité et primordialité chronologique des Africains par rapport aux Européens. Là, si vous pouvez mettre la diapo suivante. Alors, ça c'est les conférences, les posts. Alors, encore suivante, voilà, Nouvel An kamite et encore plus loin. Voilà. Donc, l'idée que, bien évidemment, c'est la première civilisation qui est noire, l'Égypte antique, appelée Kemet, et que cette civilisation se diffuse ensuite en Afrique, ce qui permet d'expliquer l'unicité africaine et qui fonde qui légitime le panafricanisme et donc la lutte commune des peuples africains contre l'oppression. Pour les valeurs africaines, par exemple, un des auteurs, je cite, dit « Les valeurs africaines s'effritent face aux croyances et idéologies européennes et orientales. » Ça, c'est une allusion à l'islam. Arabes et occidentaux ne visent qu'effacer d'autres formes de connaissances plus anciennes, au demeurant que les leurs, etc. Donc, clairement, dans cette vision du monde binaire, l'Africain est des côtés du bien. Il est supposé être pacifique, pro-social, plus proche de la nature aussi, donc organiquement écolo, et hétérosexuel par ailleurs, parce que c'est naturel. Donc, il y a en creux l'idée d'une différence ontologique et même physique entre les Blancs et les Noirs, entre les Africains. Vous allez voir dans la diapo suivante, je pense, voilà. Ensuite, donc, la non-mixité. Certains auteurs, dont Missa Doumbia, avancent que les cortex d'Africains est différent, ou bien on recourt à la théorie mélaniste mentionnée par Isée. Ces auteurs, en même temps, puissent dans la bibliothèque coloniale, comme on l'appelle, à savoir dans les ethnographies africanistes anciennes, des auteurs tels que Gruol, Dieterlen ou Zaham, auteurs qui ont procédé à l'essentialisation des cultures africaines, présentées par ces auteurs ethnographes comme pures, comme authentiques. Et donc, les kamites les citent assez fréquemment, tandis que, bien évidemment, ils ne citent pas les ethnographes anthropologues contemporains. Poussée à l'extrême, cette idée de la différence, de l'altérité radicale est conçue dans les termes biologiques. Donc, comme l'altérité fondamentale est indépassable. Alors, pour conclure, force est de reconnaître que le kamitisme répond à son compte les vieilles théories raciales du 19e siècle, sauf que, bien évidemment, elle est présente avec une espèce d'accent opposé entre le blanc et le noir. Et force est aussi de reconnaître qu'on retrouve ces thèmes, ce type d'appareillage conceptuel, ces dogmes, dans des propos de l'extrême droite occidentale, mais aussi dans le soubassement idéologique de ces formations politiques, et notamment dans les divers mouvements néo-païens. Norse-paganisme, le paganisme de l'Europe centrale et de l'Ouest, paganisme allemand, etc. Comme ces autres variétés du néopaganisme, les kamites emploient d'ailleurs le vocabulaire et les concepts empruntés à l'ésotérisme du 19e siècle, la société théosophique notamment. Ainsi, dans leur parution, on trouve les concepts ou les termes tels que le monde subtil, fluide du bas astral, parcelle primordiale,
ou divine, réincarnation, vibration harmonique, en cube, ou encore on parle de courants énergétiques négatifs, ce qui explique qu'il faut éviter certains endroits. Donc, ce qui nous amène à se demander si on ne devrait pas considérer le kamitisme comme une croyance moderne ou postmoderne. Je reprends la formule de Victor Stotskovski utilisée pour parler de la théorie des anciens astronautes. Autrement dit, est-ce qu'il ne faudrait pas y voir un néopaganisme à l'africaine ou New Age à l'africaine, néopaganisme noir? Et c'est une hypothèse qui reste à explorer, mais nécessairement dans une perspective comparatiste, ce type de comparatisme très large entre l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord et encore d'autres terrains est assez rare. J'espère que là, justement, on aura l'occasion de comparer. Merci.